Voici le cours numéro 2 sur la cybersécurité. On va parler aujourd'hui des proxys. Normalement, dans une organisation, si vous voulez vous connecter à Internet, vous êtes relié forcément par un routeur qui, d'un côté, possède une adresse IP publique et de l'autre, un ensemble d'IP privés. Ainsi, vous êtes protégé de ce qu'il peut y avoir sur Internet. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo numéro 1 sur la cybersécurité au niveau du pare-feu. Maintenant, quand vous allez sur Internet, vous naviguez beaucoup avec le protocole HTTP, qu'on va détailler un peu plus dans cette vidéo. Mais il peut arriver que lorsque vous parcourez un site, du contenu non désirable traverse pour arriver sur vos machines. Pour protéger l'ensemble des personnes qui sont dans votre organisation, que ce soit votre école ou votre société ou même votre foyer, l'avantage d'un proxy, c'est qu'il va analyser les trames HTTP et va bloquer plus ou moins le trafic non désirable. Le problème, c'est que quand vous êtes dans une organisation, si vous avez besoin de passer par un service spécifique qui est bloqué, vous ne pourrez pas. La deuxième partie importante d'un proxy est la mise en cache. C'est-à-dire que si vous faites une requête, par exemple, vers YouTube, YouTube va vous renvoyer une partie de la vidéo, ou sa vidéo ou son site, et le proxy va en garder une copie en cache. Ainsi, si quelqu'un d'autre de votre organisation souhaite accéder à YouTube, c'est le proxy qui va fournir cette information. Du coup, la liaison va être beaucoup plus rapide que si la transaction passait par Internet. Alors, le proxy, lui, est situé au niveau des ports 80 et 443 parce qu'il travaille essentiellement, la plupart du temps, sur le protocole HTTP. Si vous avez besoin d'accéder à un site qui est bloqué, vous ne pourrez pas parce que le proxy va vous le bloquer. On verra dans cette vidéo qu'il est possible de paramétrer un nouveau serveur proxy sur Internet et de passer par un autre port pour y avoir accès. Il faudra cependant bien le protéger car il va se retrouver dans les mêmes problématiques de sécurité qu'un pare-feu sans proxy. Voyons maintenant le programme de cette vidéo. Cette vidéo sera en deux parties car elle risque d'être un peu longue. Dans une première partie, on verra les sécurités dans le modèle OSI. On fera un bref rappel sur ce qu'est le protocole HTTP. On verra les différentes familles de proxys. On verra deux proxys open source et du coup, on installera et on paramétrera l'un de ces proxys qui est Squid. On verra aussi ce qu'est la certification SSL et on verra comment justement bypasser un proxy pour pouvoir accéder à des services qui sont bloqués par le proxy que l'on utiliserait dans notre organisation. Puis enfin, nous verrons qu'il est possible, quand on configure un nouveau proxy, de pouvoir paramétrer des filtres pour pouvoir se protéger et protéger ceux qui travaillent sur notre réseau de certains contenus indésirables. On va voir un peu les sécurités dans le modèle OSI. Donc rappelez-vous, le modèle OSI, c'est un modèle en 7 couches que vous devez connaître maintenant si vous avez bien révisé vos cours de réseau. Dans la couche liaison, on va surtout parler de routeur, car la protection, ça va essentiellement être des règles de routage pour bien aiguiller nos paquets et éviter d'avoir des paquets qui ne sont pas destinés à notre réseau. Et on va pouvoir aussi appliquer une sécurité sur les adresses MAC, c'est-à-dire toutes les adresses dans une liste d'adresses MAC autorisées seront détruites. C'est une première sécurité qui est important de mettre en place dans son réseau. Ensuite, vous avez ce qu'on a vu dans la première vidéo, le pare-feu. Dans ce cas, le pare-feu va appliquer des protections sur l'adressage et sur les ports applicatifs qui sont issus de la couche transport, donc notamment le TCP et l'UDP. Ensuite, au niveau applicatif, ici, on va parler de sécurité au niveau applicatif, donc ce sont des logiciels qui travaillent directement dans les protocoles pour les sécuriser. Le proxy est un logiciel qui travaille sur le protocole applicatif et qui va donc ici surveiller les trames et le trafic HTTP et HTTPS. Notez que pour la couche physique, il n'y a pas véritablement de protection informatique, c'est surtout des protections humaines, comme par exemple un système de vidéosurveillance, de gardiennage. Généralement, ces prestations sont fournies par des sociétés spécialisées dans la sécurité des biens, qui ne sont pas forcément propres à l'informatique. On va faire un bref rappel sur le protocole HTTP. Alors pourquoi on parle de HTTP? Parce que le proxy ne travaille que sur le protocole HTTP. Alors quand je dis ne travaille que, c'est vrai à 80%, mais on va garder ces 80% comme réel. Dans le cadre de ce cours, le proxy va travailler sur le protocole HTTP au niveau du web. Il peut travailler sur d'autres protocoles, mais la majorité du temps, c'est sur le protocole HTTP. Donc pour parler de proxy et comprendre comment fonctionne un proxy, on est obligé de comprendre comment la communication se fait entre un serveur et un client, grâce notamment au protocole HTTP. Le protocole HTTP est un protocole client-serveur où chaque question, chaque requête aura une réponse. Il y a différents types de requêtes HTTP, on en connaît déjà deux, sont GET et POST, mais il en existe une dizaine qui sont surtout utilisées dans les applications qui fournissent des API. J'ai mis les plus importantes. GET, ça va être de récupérer quelque chose. POST, ça va être de publier quelque chose. PUT, ça va être
de retirer quelque chose, et delete, ça va être de supprimer quelque chose. Et selon le développeur qui est derrière, eh bien, il va interpréter ces requêtes et proposer un certain code pour répondre à ces requêtes. Généralement, une requête HTTP, derrière le type, possède une URI. Donc, une URI, c'est Uniform Resource Identifier, c'est-à-dire que le type de requête, on va l'appliquer à une ressource. Une ressource, c'est une page web, une image, un fichier CSS, un fichier JavaScript, bon, il y a plusieurs types de ressources sur un serveur web. On aura un champ aussi dédié au type de protocole et à la version. Pour l'instant, on est toujours à la version HTTP 1.1. On aura dans cette requête des métadonnées, c'est-à-dire des données supplémentaires qui permettent d'identifier au mieux la requête. On y trouvera par exemple les cookies, les types de navigateurs, etc. Il existe des dizaines et des dizaines de mots-clés qui permettent de mieux identifier une requête. Et on aura bien sûr ce qu'on appelle le body, c'est le corps de la requête. On aura les données qui sont fournies à travers la requête. Par exemple, des données de formulaire ou carrément, lorsque le serveur répond, des données qui permettent d'afficher une page web. Voici un exemple de requête POST. Je mets le mot POST. On va essayer d'aller chercher la ressource index.php. On peut mettre tout simplement la racine / pour avoir juste la page d'accueil. On met le protocole HTTP 1.1. On met une valeur de cookie, par exemple, si on a besoin d'avoir une valeur de cookie. On peut mettre le type de navigateur, la date. On peut mettre autant de valeurs que l'on souhaite. Donc c'est bien standardisé. Et puis dans le body, généralement, on va retrouver les champs du formulaire du type name du formulaire égale le champ qui a été rentré dans la zone de mot de passe. Dans le champ input du formulaire HTML, ça c'est ce qu'on voit dans les premières vidéos de première année dans le BTS Ciel. On a un user sur son navigateur qui cherche à faire une requête, justement pour atteindre la page index.php, et cette requête va partir sur Internet, sur le réseau, et atteindre un serveur de HTTP. Donc il y a le serveur Nginx et le serveur Apache. Nous, on a plutôt travaillé avec Apache, mais Nginx est aussi un très bon serveur HTTP. Une fois que la trame arrive, le serveur va l'analyser et va renvoyer les résultats. Je vais montrer en détail comment se passe une requête de type POST quand on veut accéder à la racine d'un site web. Donc quand on tape juste l'adresse du domaine, par exemple www.google.com, une requête est composée et quand c'est du POST, c'est en 2 étapes. Quand c'est du GET, on n'a besoin que d'une trame. Quand c'est du POST, vous verrez, il y a d'abord, on envoie la requête avec seulement l'entête, donc on n'envoie pas le donné POST. J'ai exécuté cette requête et j'ai mis une capture d'écran de Wireshark. Pour ceux qui ne connaissent pas Wireshark, c'est un logiciel qui scanne toutes les trames qui circulent sur le réseau. Donc là, j'ai attrapé la trame TCP qui correspond à cette requête HTTP. Et on va retrouver dans cette trame, donc c'est celle que j'ai surlignée en bleu et encadrée en jaune, le POST. On a le / qui correspond à la racine du site web. On aurait pu mettre n'importe quelle autre ressource, des noms de dossiers, / des pages.html ou des pages.php. On a la version du HTTP. Et puis on a tout un ensemble de données. Donc généralement, les ensembles de données commencent ici, concernent tout ça. Vous voyez, il y a plusieurs choses qui concerne les métadonnées. Ensuite, le serveur, lui, reçoit la requête et il répond par une séquence ACK. Donc ça, c'est propre au protocole TCP. Au niveau de la capture du réseau, on voit bien que le serveur a répondu à un trame ACK. Le client, le navigateur, reçoit bien un acknowledge, donc soit bien une trame qui indique que le serveur répond. Et du coup, il va renvoyer le body. Le client envoie une deuxième trame, cette fois-ci, avec la data. Mais il renvoie aussi toutes les informations propres à la requête. Donc on retrouve le POST, on retrouve la ressource demandée, donc ça c'est /, c'est juste la racine. On retrouve le protocole HTTP, donc le nom donc il est là, HTTP 1.1. On retrouve les informations des métadonnées avec les cookies, la version du cookie, là, le cookie PHP, puis d'autres informations. Et puis en bleu, on retrouve les informations propres au body de la requête. Donc là on a vu comment la requête partait et puis arriver au serveur, donc en 2 étapes pour un POST ou en une seule étape pour le GET. Le serveur, lui, va récupérer cette requête, va dire, bah tiens, il veut accéder à cette ressource et puis il m'a donné les valeurs de ce formulaire, donc je vais appeler la page et la traiter. Donc il traite la page, il fait le code PHP ou le code JavaScript, ou peu importe le langage de programmation qu'il y a de ce côté-là. Il fait sa tambouille et il va renvoyer une réponse HTTP, puisque comme il communique en HTTP, vous avez des requêtes HTTP, mais vous avez aussi des réponses. Mais attention, les réponses sont un peu différentes. En effet, quand le serveur exécute son code et prépare sa réponse, il n'y a plus le champ
post ici, et il n'y a plus la ressource. Le serveur, lui, ne demande pas à accéder à une ressource, puis il n'a pas de type de requête à fournir. C'est juste, il répond à une requête. Mais il laisse quand même les autres champs qui sont la version HTTP, les métadonnées, donc le head de la requête, et le body. Mais il va rajouter un code de retour qui est important parce que selon ce qu'il a fait, il va dire si ça s'est bien passé, si ça s'est pas bien passé. Et grâce au code de retour, le client va pouvoir savoir si effectivement ça s'est bien passé. Et dans le cas où ça s'est pas bien passé, il va pouvoir analyser le code retour et comprendre pourquoi il y a eu un problème. Donc au niveau de Wireshark, j'analyse la trame de réponse qui est ici. Et on voit bien qu'il y a le code de retour, donc ici 200, qui veut dire que ça s'est bien passé. On retrouve le protocole HTTP, donc la version 1.1. On retrouve des métadonnées et on retrouve le body, c'est-à-dire le corps de la requête. Et dans le corps de la requête, donc qui commence à peu près ici, on va trouver du HTML. Parce que, généralement, le protocole HTTP est utilisé pour transporter des données du web et la majorité des données web sont en HTML. Du coup, au niveau de l'animation, on a notre serveur qui va répondre à cette requête de retour où on observe qu'il y a bien les métadonnées ici, on a le code d'erreur ici, et puis on a la version HTTP ici. Donc c'est envoyé en texte, en clair, il n'y a pas de choses secrètes. Dans une trame Wireshark, ces données vont être converties en hexadécimal, donc AE, F1, AC, 18, 24, voilà. Et puis généralement, ça ce sont des données qui sont interprétées par les analyseurs réseau pour que ce soit plus pratique à lire, mais il faut savoir que derrière, toutes ces lettres sont converties en binaire, et c'est en binaire, le 0 et 1, qui fait la variation électrique pour partir sur le câble réseau. Voici les différents types de code retour. Vous avez en 1 les informations, en 2 les cas de succès, en 4 vous avez les erreurs côté client, en 3 vous avez les redirections, et en 5 vous avez carrément les erreurs serveurs. Par exemple, si vous avez une erreur 403, c'est que l'accès est forbidden. Généralement, quand on développe, c'est souvent cette erreur qu'on a. On peut avoir aussi une erreur 500, un crash de notre serveur. 502, un bad gateway, c'est-à-dire une mauvaise adresse IP. 200, c'est quand tout s'est bien passé. Et des fois, on a un code 300 quand il y a une redirection, c'est-à-dire on a une page, on accède à une page, et le serveur fait une direction vers une autre page. Et dans ce cas-là, on y est informé avec le code retour 300. Voyons maintenant les 4 familles de proxys. Il existe en numéro 1 les proxys dits transparents ou les proxys de cache. Donc on retrouve Squid, Microsoft ISA Server et Privoxy. Ce sont les plus connus sur Debian et Microsoft. Donc comment ça fonctionne? Un client sur Firefox va créer sa requête en HTTP. Elle va être envoyée au proxy parce que c'est paramétré comme ça dans son ordinateur. Le proxy va prendre la requête et va soit la regarder, mais va surtout la transmettre à la destination demandée. Donc ici c'est YouTube. YouTube voit une requête HTTP, donc une demande. Il va y répondre avec une requête HTTP en transportant généralement un bout de vidéo dans la data ou le site web de la page d'accueil de YouTube. Et en fait, le proxy transparent va mettre en cache, va mettre en mémoire la page demandée. Du coup, quand il y aura une deuxième requête vers YouTube, eh bien la requête ne va pas traverser Internet, elle va aller jusqu'au proxy et le proxy va redonner la page si elle est en cache. Ça permet d'accélérer, entre guillemets, Internet quand vous êtes dans une société ou une école. La plupart du temps, les élèves ou les employés demandent les mêmes ressources. Plutôt d'aller demander la ressource chaque fois sur Internet, ça passe par le proxy et si le proxy a cette ressource, eh bien ça sera plus rapide. On a maintenant les deuxième famille, les proxys anonymes. Et là, le proxy anonyme fait exactement la même chose, sauf que lorsque la trame va partir et arriver au proxy, elle va être un peu modifiée. Alors pourquoi on peut modifier une trame? Parce que une trame HTTP, schématisée ici en couleur, on retrouve le type de requête, la ressource, le protocole HTTP, les métadonnées, le head et le body. C'est encapsulé dans un datagramme TCP et dans un datagramme IP. Ça, il faut revoir les cours sur le réseau. L'information est transportée par différentes datagrammes qui parcourent le réseau. Du coup, quand le client émet, il émet avec ce datagramme IP, donc avec son adresse IP et certaines autres informations. La trame, du coup, va partir vers le proxy. Et le proxy, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir la trame IP et va changer certaines informations, comme l'adresse IP, les métadonnées, etc., etc. Quand le proxy va envoyer la requête, par exemple à YouTube, eh bien YouTube, lui, va penser que la requête vient de ce serveur-là et non de ce client-là. Ça permet de rester anonyme et si vous êtes 10 ici à utiliser le proxy, eh bien celui qui est ici a l'impression qu'il n'y a qu'une seule entité avec ses propres données. Donc ça permet un peu de masquer
et devenir anonyme derrière un proxy. Ensuite, troisième famille, on a le proxy inverse. Donc ça, c'est l'inverse d'un proxy, c'est que plutôt que d'avoir des users qui interrogent des serveurs, ce sont des users Internet, donc des visiteurs, qui veulent accéder à votre serveur, qui donc envoient des requêtes HTTP. Et en fait, selon la requête HTTP, le proxy inverse va aiguiller les requêtes pour pouvoir accéder à plusieurs serveurs. Donc par exemple, là, cette requête, elle va interroger ce serveur ici. Ça permet d'avoir plusieurs serveurs web derrière sa société. Un serveur web d'application de vente, un serveur web d'application intranet, un serveur web d'application de présentation de produits qui diffère du premier. Selon l'URI qui est fourni dans la requête, eh bien, le serveur Apache ou Nginx va aiguiller les paquets, enfin les requêtes HTTP au bon serveur. Quatrième famille, ce sont les VPN. Donc là, le VPN, en fait, ce qu'on appelle un proxy à distance, c'est-à-dire que vous avez paramétré votre proxy à distance. Et la particularité de ce mécanisme, c'est que vous allez pouvoir créer un tunnel entre vous et le proxy. Et dans ce tunnel, les données seront cryptées. Du coup, quand vous allez faire une requête HTTP, la requête HTTP va pouvoir traverser tous les serveurs par lesquels elle traverse normalement. Mais chaque serveur verra une trame cryptée. Il ne verra absolument pas que c'est du HTTP. Donc, il sera impossible pour votre serveur de société ou votre fournisseur d'accès ou vos serveurs français ou même le destinataire qui veut vous joindre, ils ne sauront pas du tout ce qu'il se passe entre vous et le VPN. Par contre, et c'est là où il faut être attentif, parce qu'on voit beaucoup de petites arnaques sur Internet à propos des VPN, c'est qu'on dit que le VPN sécurise vos données, mais une fois que la requête arrive dans le VPN, la requête va atteindre la destination. Donc par exemple, si vous voulez atteindre YouTube, la requête va passer sur Internet, et dans ce cas-là, elle peut être interprété et corrompu par quelqu'un de malveillant, parce que vous n'êtes plus protégé sur cette partie-là. Vous êtes protégé de là à là, mais une fois que la requête part, vous n'êtes plus protégé. C'est-à-dire que si vous mettez un mot de passe ici, 1, 2, 3, 4, il sera crypté ici, à Z2P, donc les gens ne verront pas votre mot de passe, mais ici, lui, verra bien 1, 2, 3, 4, puisque la requête va atteindre le bon service, mais ça sera en clair. Voilà pour cette première partie de vidéo. On a vu un peu les différents types de proxy. On a vu un peu comment fonctionne le protocole HTTP qui, justement, est la communication entre le client et le serveur. Et du coup, le proxy va travailler sur ce protocole. Dans la prochaine vidéo, on verra comment installer un serveur proxy Squid, open source, comment le paramétrer. Et puis, on verra comment le sécuriser, surtout avec la mise en place d'un certificat SSL. Puis on verra aussi comment contourner et bloquer le contournement d'un proxy dans la deuxième partie de cette vidéo.